Depuis des siècles, la société nous a conditionnés à croire qu'être fort signifie avancer seul, sans faiblir ni s'écarter de son chemin. Pourtant, quiconque a vraiment plongé dans les méandres de la psychologie humaine sait que cette vision est une illusion. Elle repose sur un mythe façonné par l'ego, cet acteur de notre conscience qui nous fait croire que notre valeur repose sur notre indépendance au détriment de notre humanité. Nous sommes ici pour ouvrir une nouvelle perspective, et si demander de l'aide n'était pas le signe d'une faiblesse, mais celui d'une grande maturité intérieure. On voit tout ça juste après le générique. Bien, bonjour, très heureux de vous retrouver. Nous sommes le 29 novembre et c'est le 172e webinaire Second Souffle. Depuis 2010, Second Souffle accompagne gratuitement les entrepreneurs en difficulté pour qu'ils rebondissent avec leur entreprise. Si je vous le mettrais en plus grand, ce serait peut-être mieux. Second Souffle agit en véritable SAV de l'entrepreneuriat. Nous accompagnons ces hommes et ces femmes pour qu'ils ne restent pas seuls. Et puis notre deuxième mission, c'est la sensibilisation avec nos journées 24 heures pour rebondir et nos webinaires. La dernière journée 24 heures, c'était mardi dernier. Voilà. Si vous allez faire un petit tour sur le site web de secondsouffle.org, vous verrez 3 boutons. Le bouton rouge, c'est parce que si vous êtes entrepreneur en difficulté avec votre entreprise. Le bouton vert, si vous voulez devenir bénévole, et on a de plus en plus besoin de bénévoles, car de plus en plus d'entrepreneurs en difficulté nous contactent. Et le troisième bouton, c'est parce que le coffre-fort est plein, vous ne savez que faire de vos deniers, et donc avant que les impôts ne vous tombent dessus, vous pouvez faire une belle donation auprès de Second Souffle, parce que c'est déductible jusqu'à 66%. Voilà. Et puis pour les petits nouveaux, vous avez sur cette plateforme 2 icônes en bas à droite, l'icône chat pour discuter entre nous, l'icône question pour poser vos questions, un petit souci technique c'est à gauche, et puis au milieu vous avez un pour mettre en plein écran et l'autre pour envoyer des emojis. Et là je vais vous envoyer des petits pouces. Voilà. Très bien. Alors aujourd'hui, demander de l'aide est une force. Bonjour mon cher David Jeruzelska. Eh bien, bonjour mon cher William, bonjour à toutes et à tous et surtout bienvenue dans un espace où la liberté de penser est évidemment la première qualité et l'échange la seconde. Donc nous sommes très heureux de vous accueillir ensemble autour d'une dynamique qui soit une dynamique de compréhension, d'innovation et surtout de persistance de l'esprit lumineux, éclairé et dans cette capacité justement de concevoir les choses sous un angle un peu différent. Bien, ça c'est de l'introduction, ça, c'est fou. Donc comme je disais tout à l'heure à David, il fait tellement beau chez moi aujourd'hui que j'ai décidé de faire le webinaire directement de mon rooftop. Autant en profiter de faire ça de l'extérieur, il fait un peu frais, mais je reviendrai dans le studio tout de suite après. Voilà, et je vois un certain Franck qui est connecté aujourd'hui. Ça faisait longtemps, monsieur Franck. J'étais heureux de vous voir, Franck, hier aux assises du portail du rebond. Pour une fois, c'était l'inverse. C'est moi qui te regardais en vidéo. Voilà. Alors, mon cher David, on est parti. Je te mets à l'écran la présentation. C'est à toi. Voilà. Alors, bienvenue à toutes et à tous et surtout, bienvenue dans un espace de compréhension autour d'une réalité qui soit une réalité évidemment contre-intuitive. Demander de l'aide est une force. Ça veut dire quoi? Imaginez un instant que vous vous trouviez face à une falaise, seul, une tempête totalement déclenchée derrière vous. Vous voyez une main tendue à quelques pas, prête à vous aider. Maintenant, posez-vous cette question. Pourquoi hésiteriez-vous à saisir cette main? Est-ce que c'est la peur de paraître faible, le doute sur votre mérite ou l'illusion que vous pouvez tout gérer seul? Et si je vous disais que l'idée même de faiblesse est un mensonge soigneusement construit? Depuis notre enfance, en effet, on nous inculque que la force réside dans l'indépendance absolue, que demander de l'aide revient à avouer un échec. Pourtant,
évidemment, l'histoire, la biologie et même les neurosciences racontent une toute autre vérité. Les espèces qui survivent non seulement prospèrent, mais sont celles qui savent collaborer et compter les unes sur les autres. Alors voilà le paradoxe. Celui qui refuse de demander de l'aide pour protéger son ego devient en réalité plus vulnérable. C'est une réalité scientifique avérée. À l'inverse, celui qui tend la main démontre une intelligence rare, celle de reconnaître ses limites, de transcender son orgueil et d'accueillir la force collective. Demander de l'aide n'est pas une capitulation, c'est une déclaration de courage et de confiance. Et donc, la vraie question, c'est « et si nous osions réécrire ce récit ?» Aujourd'hui, je ne vous propose pas simplement de changer votre regard sur la vulnérabilité, mais de redécouvrir, avec William évidemment, l'immense puissance qui naît lorsqu'on s'autorise à dire « j'ai besoin de toi ». Oui, William, j'ai besoin de toi. Car c'est dans ce moment-là, précisément, que nous devenons véritablement humains. Alors, vu que j'ai besoin de toi, William, peux-tu passer la slide numéro 2, s'il te plaît? Elle me le dit souvent. Mais oui. Alors, prêt à tendre la main? Commençons donc par un petit rappel historique. Slide 3, s'il te plaît. Merci beaucoup. Depuis les premières lueurs de l'humanité, telles que vous la voyez ici inscrite, la survie a été un art collectif. Notre espèce, Homo sapiens, a inscrit justement dans chaque fibre de son être un principe fondamental. Seul, l'individu est vulnérable. Ensemble, il devient invincible. Et ça, c'est une réalité dynamique qui n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une longue interaction entre évolution biologique, structure sociale et architecture neurologique, la façon dont on construit soi-même son cerveau. Depuis en effet Homo sapiens, la survie de l'individu a toujours été subordonnée à celle du groupe. Cette dynamique a sculpté notre cerveau, nos comportements et nos sociétés. Comprendre notre nature profondément collective, c'est renouer avec un héritage ancestral, mais aussi reconnaître que notre force véritable réside dans nos liens. Nous ne sommes pas seulement des individus, nous sommes les maillons d'une chaîne d'interdépendance, les gardiens d'une histoire millénaire de collaboration. Pour autant, et c'est ça le problème que vous avez forcément déjà rencontré et que manifestement dans la vie aujourd'hui sociétale et politique, elle est d'autant plus marquée, dans les sociétés modernes, l'individualisme semble s'imposer comme une valeur cardinale. L'idée que l'épanouissement personnel prime sur les obligations collectives est omniprésente dans nos institutions et surtout dans nos modes de vie. Mais donc, la vraie question, c'est comment expliquer que cette priorité soit devenue si dominante alors que l'évolution humaine nous a forgés pour la coopération et l'interdépendance. Alors ça, évidemment, c'est une réalité historique qui vient prendre en considération depuis l'épisode et l'état des Lumières dans le XVIIIe siècle. Il y a eu l'émergence justement de la pensée qui permettait justement de faire en sorte que l'individu devienne le centre de la réflexion. Derrière ça, il y a eu une modification sociétale majeure autour de la révolution industrielle qui a fait que les individus ont été incités à se débrouiller seuls. Et puis plus près de nous, la société de consommation, à partir du XXe siècle, a vu l'émergence d'un individualisme exacerbé, évidemment encouragé par le capitalisme. Aujourd'hui, la continuité sociétale s'est faite directement l'écho de la biologie et de la psychologie. Pourquoi? Parce que l'humanité, en effet, a établi des tendances individualistes profondément ancrées dans notre évolution sociétale, à travers la quête et la recherche d'un statut social, et à travers aussi cette notion qui malheureusement touche trop de gens, à travers l'illusion d'autonomie. C'est-à-dire que l'ego humain, façonné par ce qui s'appelle la conscience de soi, est naturellement porté à se percevoir comme une entité distincte. Cette notion de je va venir en tout cas s'opposer à cette notion de nous, pour autant salutaire. Et donc dans cette situation, je dirais quasi cataclysmique dans le terme de l'évolution de l'épanouissement, cette notion de société moderne a trouvé à travers nous en tout cas une expression d'individualisme forcené. Et là, on a directement des repères sociétaux tels que la valorisation de la performance,
la situation où aujourd'hui vaincre, c'est d'abord et avant tout être existant. La deuxième situation, c'est qu'il y a eu un déclin des structures traditionnelles. Alors, je ne parle même pas des religions, mais souvent des structures familiales, des structures, je dirais, de voisinage, qu'ils soient proches ou moins proches, et surtout à travers l'émergence des réseaux sociaux. Et donc, la réalité, c'est que on a favorisé la compétition comme un moteur social, un accélérateur d'effacement de l'autre par rapport à soi. Et à partir de cette situation-là, on a créé justement une érosion des liens sociaux et une fragilité collective, mais surtout et avant tout un mal-être intérieur par le fait de se sentir isolé et rejeté. Donc, la situation d'aujourd'hui, c'est plutôt réconcilier un individualisme à travers une expression collective et donc une situation de mieux-être réciproque, à travers justement une notion qui correspond aux neurosciences de la collaboration, qui détermine le fait que l'altruisme et l'engagement dans les relations collectives activent, et je dis bien activent, c'est scientifiquement établi, activent des circuits cérébraux liés au bien-être. Mais surtout que l'intelligence collective, en fait, gagne en reconnaissance dans les sphères sociétales, économiques, prouvant que l'innovation et la résilience sont notoirement maximisées par des approches coopératives. Et puis parce que nous sommes, pour être très clair, nous sommes, et ce n'est pas William qui va me démentir, nous sommes des étoiles brillantes. Mais notre éclat véritable réside dans la constellation que nous formons ensemble. C'est la raison pour laquelle, en tout cas, l'esprit individualiste va ressembler à des simples phénomènes culturels. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans une construction où il est nécessaire de voir plus grand, de voir plus partageable pour faire en sorte qu'il y ait une dynamique d'épanouissement. Est-ce qu'on peut passer la slide suivante? Oui, je vais juste prendre quelques secondes pour justement au début de cette slide sur cette fresque. C'est notre origine qui était là. C'est pour ça que j'ai voulu la mettre en exergue, pour nous rappeler que ce que nous sommes aujourd'hui vient directement de ce que nous avons été hier. À la différence près, c'est que l'organisation sociétale a gommé cette dynamique collective au profit de l'individualisme qui aujourd'hui aboutit à une situation de montée en puissance des uns contre les autres. Donc, ce que je voulais dire, c'était que c'est également toute la symbolique du logo Second Souffle. Sur le logo Second Souffle, vous voyez une tête d'animal. C'est en fin de compte, c'est une antilope. Et la symbolique, c'est que une antilope toute seule dans la faune africaine, elle va se faire bouffer par le lion. Un entrepreneur, c'est pareil. S'il reste tout seul, il va se retrouver rapidement en difficulté. Alors que être en troupeau, être ensemble, on est beaucoup plus fort. Voilà. On est bien dans la continuité d'ouverture d'esprit. Je félicite. Donc, on arrive maintenant à une situation... Attends, il y a une remarque d'Odile qui est pas mal. Elle a dit « Le travail d'intérêt général est devenu une punition ». Merci Odile. Merci Odile. Voilà comment est-ce qu'on déforme des valeurs sociétales majeures pour pouvoir justement faire sens commun au profit justement d'une orientation où l'individualité, en tout cas, est mise en situation de défaut dès lors qu'elle sort des cadres. Je ne parle même pas de la justice, ça c'est une autre orientation, mais les travaux d'intérêt généraux, c'est justement pour montrer qu'on a perdu ce sens-là. On peut continuer donc à travers ce qui s'appelle la structure même de notre construction de l'esprit, et notre construction de l'esprit vient de ce qui s'appelle l'épigénétique. Donc là, vous voyez ce que tout le monde peut connaître aujourd'hui, à savoir l'ADN et les deux brins qui sont directement en relation. Et donc, en fait, l'épigénétique, c'est le lien entre l'environnement et l'expression génétique. C'est-à-dire que, en fait, l'épigénétique correspond à l'étude des facteurs environnementaux, tout ce qui nous entoure, notre façon de vivre, notre façon de penser, notre façon de nous alimenter, notre façon évidemment de nous hydrater, pour pouvoir justement comprendre l'impact de ces facteurs environnementaux sur l'expression des gènes. Et donc, en fait, cette notion environnementale va directement impacter notre façon d'être, de vivre et de penser. En particulier, l'activation de l'axe du stress. Et à travers cet axe du stress, le rôle du cortisol, qui est une hormone, qui va être
optimalement sécrétées pour qu'on soit, nous, dans le cadre quotidien, en phase de pouvoir gérer notre environnement. Mais dans le cadre de l'hypercompétition, il va y avoir une stimulation extrêmement importante de cette sécrétion de cortisol qui va déclencher la notion de « je dois vivre de façon individualiste pour justement survivre par rapport à la foule ». Et cette notion intégrée dans notre, je dirais, bain hormonal va évidemment déterminer les effets du stress liés à un individualisme et donc faire en sorte qu'il y ait une aggravation des comportements sociétaux pour faire en sorte que, en effet, la survie soit la priorité individuelle autrement que dans le cadre de l'intégration collective. Et donc, on va aboutir à la notion, je dirais, extrêmement péjorative qui correspond à la notion d'exclusion. Et donc, cette notion d'exclusion va avoir, là aussi, en termes d'épigénétique, un impact sur l'expression des gènes. C'est-à-dire que dans cette réalité-là, une blessure sociale est visible dans le cerveau. C'est extrêmement important à intégrer. C'est-à-dire que cette notion d'exclusion est perçue par le cerveau comme si c'était une menace existentielle, activant donc des circuits identiques à ceux de la douleur physique. Et puis, derrière cette réalité-là, en fait, la douleur va déclencher l'inflammation les maladies. C'est extrêmement important de pouvoir comprendre que notre façon de vivre va impacter directement notre façon de penser, notre façon d'être et notre niveau de santé. Et derrière cette situation-là, le cercle vicieux, ce qu'on peut appeler le cercle vicieux de la marginalisation, c'est-à-dire l'exclusion qui se répète, eh bien, on va avoir une diminution de cette notion de résilience, c'est-à-dire considérer la capacité individuelle de pouvoir trouver des tremplins pour traverser les difficultés de la vie et donc, évidemment, faire, je dirais, le lit des troubles anxieux, voire même de la dépression. Et puis, derrière cette notion, il y a encore une autre réalité plus impactante qui correspond à la culpabilité ressentie par ceux qui sont directement liés par la notion d'exclusion et qui va forcément amplifier cette notion de stress chronique pour souligner, malheureusement en tout cas, l'impact de la pensée à considérer que l'exclusion est un échec personnel. La réalité aujourd'hui, c'est de considérer la compétition non pas comme une situation de référence, mais comme une situation qui est en dehors du cadre d'épanouissement pour faire en sorte que ce soit d'autres valeurs qui nous guident dans une dynamique d'épanouissement non seulement collectif, mais surtout à travers une intelligence collective qui va nous permettre de créer plus, mieux et de façon plus cohérente. Donc, dans cette situation-là, on va pouvoir justement optimiser la suite. S'il te plaît, c'est pour ça que nous sommes ensemble, William. Peux-tu passer la slide suivante? Vous aimez les webinaires Second Souffle? Alors abonnez-vous à la chaîne YouTube Second Souffle. Cliquez sur l'icône Second Souffle juste ici. Vous aimez cette vidéo? Alors dites-le moi avec un j'aime et un commentaire. Merci. Voilà. Donc, pour réconcilier cette notion justement d'individu et de collectif, il est temps de changer de symphonie. Créons des environnements où l'entraide redevient une force. C'est cette réalité de résilience partagée, en fait, réapprendre que nos gènes ne sont pas seulement les témoins de notre passé, mais les instruments avec lesquels nous pouvons écrire l'avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à travers cette notion d'épigénétique qui façonne notre façon d'être, faisons en sorte que ces facteurs environnementaux soient les plus épanouissants possibles pour l'individu et donc la collectivité. Et cette situation-là va déterminer le fait d'une nouvelle façon de vivre à travers une notion extrêmement importante, l'interdépendance est une force. Pourquoi? Parce que la coopération a été essentielle à la survie depuis le début, hein, et donc aujourd'hui, la notion de promotion de l'idée que l'entraide soit une norme de référence, eh bien évidemment, ça va activer nos circuits cérébraux et faire en sorte que nous ayons d'autres valeurs face à la situation d'individualisme chronique qui nous est transmise par les valeurs marketées d'un capitalisme débridé. Et de là va découler cette notion d'humilité surtout face aux défis. C'est-à-dire qu'on est là dans une situation où reconnaître ses limites et demander de l'aide stimule
des circuits cérébraux associés à la confiance et à la sécurité. Et ça, c'est évidemment contre-intuitif. Demander de l'aide stimule la confiance et la sécurité. Et donc, dans cette situation-là, il serait judicieux de pouvoir intégrer ces notions-là dès le plus jeune âge, et en particulier dans le système scolaire, pour faire en sorte qu'à l'âge adulte, ça devienne forcément des situations réflexes, naturelles et spontanément épanouissantes dans un cadre collectif. Et de là, on va aussi pouvoir optimiser cette notion d'empathie active. C'est une situation qui implique en fait une véritable, on pourrait dire, connexion avec les émotions des autres. C'est-à-dire qu'on est là dans des situations où on va venir en écho exprimer à travers cette notion de ressenti partagé une capacité supplémentaire d'être en symbiose et donc de faciliter la qualité de la communication avec une spontanéité de demander comme si c'était une situation réflexe et faire en sorte qu'il y ait une dynamique collective nettement plus adéquate. Au-delà de ça, on va tomber aussi dans cette continuité qui correspond à la gratitude. Encore une fois, et c'est ça qui est intéressant, cette notion comportementale telle que la gratitude renforce elle aussi les circuits neuronaux liés au bien-être. Et on peut difficilement aujourd'hui faire l'impasse de toutes ces connaissances-là au point de faire prendre conscience aux gens, en tout cas de les illusionner dans le fait que l'individualisme va les sauver. C'est exactement l'inverse. Et j'insiste sur cette réalité qui est avérée par les neurosciences et qui malheureusement n'est pas suffisamment connue dans l'ensemble de la population à travers justement des situations qui sont au contraire contre-performantes dans la volonté affirmée d'être le meilleur. Alors, cette situation-là… S'il te plaît, stop. Alors, vous avez peut-être vu passer des petits emojis rigolos. Alors, c'était pas pour toi, c'était pas pour toi, David. C'était parce qu'il y a Xavier. Bonjour Xavier, ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu et qui a écrit dans le chat. Ce serait utile de faire ce webinaire à l'Assemblée nationale en ce moment. Voilà. Mais alors là, avec plaisir, avec plaisir. Et ensuite, il suffit de se regrouper tous. Et on y va. La deuxième phrase de Xavier, c'était David est fin prêt pour la prochaine publicité du Racel. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Xavier. N'oublie pas de faire des pauses. Que je suis baigné. N'oublie pas de faire des pauses de temps en temps. Ouais, mais moi, ce qui m'importe, c'est donner des dynamiques pour qu'on puisse ensuite les partager et faire en sorte. Parce que tu m'as collé un timing, faut dire. Hein. Oui. C'est ça qu'il faut savoir. Et en plus, je vous ai mis David un peu plus grand pour que vous voyez que depuis le début, il lit pas une feuille. Ah non, je suis dans une dynamique. C'est incroyable ce qui se passe derrière ces lunettes, derrière ces petits yeux, dans cette tête. C'est incroyable tout ce qui peut se passer. Bon, vas-y, continue. Donc, cette situation-là va nous emporter, en fait. Et merci pour Duracell. Hein. En fait, moi, je ne fais pas de pub. Par contre, et ça, c'est une réalité, je ne peux que vous encourager à avoir une qualité de vie qui prenne en considération vos besoins physiologiques et que vous puissiez, là aussi, construire une réalité d'optimisation au niveau de vos cellules, au niveau de vos neurones et au niveau de votre capacité à entrer en relation à travers la construction de la pensée qui soit une réalité accessible. Je ne l'ai pas dit, mais là, tu m'invites en tout cas à l'exprimer. Aujourd'hui, j'écris des livres autour de toutes ces compositions-là pour que vous puissiez justement avoir accès à la connaissance, puisque c'est la connaissance partagée qui nous détermine dans la capacité à accueillir l'autre dans le respect de sa différence. Et donc, je ne peux que vous encourager. C'est la raison, en tout cas, pour laquelle j'ai tant de plaisir à intervenir au sein de Second Souffle, parce que ce sont des valeurs partagées. Et c'est cette réalité-là qui nous donne à penser que aujourd'hui, on peut vivre autrement, on peut vivre mieux dans une capacité épanouissante liée à la connaissance et au partage de ce que j'appelle, moi, l'essentiel de la cohérence, à savoir la liberté de penser dans une situation de cohérence. Voilà. On est dans une situation où on va continuer tranquillement et dans cette réalité-là, on va surtout poser une situation de faire en sorte que pour les générations futures, en fait, il est absolument nécessaire aujourd'hui de pouvoir récompenser les initiatives d'entraide et les projets collaboratifs. C'est ça, comment dirais-je, dans la même, on va dire, dans la même récompense que les performances individuelles. On est là donc à devoir, à envisager de créer des cérémonies ou des événements mettant en lumière les actes d'altruisme. Et cette notion-là, eh bien, ça change complètement la perspective, ça ouvre une épigénétique d'épanouissement et ça
permet à chacun d'être dans une santé optimisée, une santé personnelle, une santé relationnelle et pour être très clair, une santé planétaire. Donc on est là sur une nécessité aujourd'hui sociétale de faire évoluer ces repères pour faire en sorte que la santé planétaire devienne notre priorité à tous, puisqu'elle repose sur une situation de cohérence interrelationnelle, intergénérationnelle, interethnique. Et donc, on est encore une fois dans une compréhension que nos choix de société d'aujourd'hui façonnent les gènes de demain. Et donc, les générations futures, c'est aussi leur transmettre des capacités différentes de pouvoir percevoir la vie dans une réalité qui soit une réalité accessible, bonne pour l'humanité et surtout bonne pour tous les écosystèmes qui nous entourent. Donc, pour être très clair, la vulnérabilité est une richesse. Donc, c'est cette notion-là qu'il est important d'intégrer pour faire en sorte que demander de l'aide, eh bien, on comprenne que ça renforce non seulement notre propre résilience, mais aussi celle des générations futures. Et donc, cette situation-là, pour que les générations futures comprennent qu'il y a une situation d'entraide et que cette entraide devienne une force naturelle, eh bien, évidemment, l'épigénétique, c'est la valeur phare, mais aussi le fait que cette épigénétique devienne une graine et cette graine qui puisse justement, qu'elle puisse venir irriguer de connaissances tous ceux qui nous entourent pour faire en sorte que nous soyons dans une vie non seulement de cohérence, mais surtout d'épanouissement. Slide suivante, s'il te plaît, mon cher William. Voilà. Donc, à travers cette réalité qu'on évoque là, on va en fait exprimer une autre façon de concevoir la vulnérabilité. Cette notion, mais pour tout le monde, en fait, malheureusement, la vulnérabilité résonne comme si c'était une faille, une brèche. En fait, quelque chose qui nous handicape et qui correspond à un défaut existentiel. Et donc, la réalité, en fait, elle est tout autre. Être vulnérable, j'entends bien, être vulnérable, c'est avant tout être humain. Et c'est cette notion-là, en fait, qui permet d'avoir le courage de dire « je ne suis pas parfait, mais je suis sincère ». Et dans cette sincérité, cette authenticité, cette vérité, c'est là que se construit la cohérence relationnelle. C'est ce qui permet justement de sortir de la compétition et de passer de la compétition à la coopération. Et cette notion-là, en fait, ça nous permet de vivre dans une situation cette notion de vulnérabilité, on va dire positive, eh bien, c'est créer un pont entre nos faiblesses et nos forces. Et justement, de ne pas nier nos doutes, ni nos peurs, ni nos échecs. À ce sujet, pour ceux qui le souhaitent, j'ai créé une méthode justement de développement personnel qui permet à chacun de pouvoir accéder à son plein potentiel et donc de sursoir et de dépasser tous les freins existentiels qui nous empêchent d'aller vers l'autre parce que nous sommes contraints dans une façon, je dirais, dans la société de la création de l'idée, nous sommes contraints à être conditionnés et pour sortir de ces conditionnements, il est absolument nécessaire d'acquérir de nouveaux réflexes transmis par la connaissance. Et donc, on pourrait, dans cette vulnérabilité justement positive, considérer que, en particulier dans le monde professionnel, avoir un manager qui puisse dire « je ne sais pas, mais je suis prêt à apprendre », eh bien oui, ça casse les codes. Parce qu'aujourd'hui, on est confronté exactement à la toute-puissance hiérarchique qui permet de mettre en lumière le fait que si tu n'es pas comme on attend, donc c'est toi l'erreur. Et à travers cette situation-là, évidemment, cette sincérité, on pourrait dire que la vulnérabilité positive devienne un acte révolutionnaire. Et autour de cette notion, ce que j'appelle moi de compétition toxique et surtout de peur du jugement, eh bien, on dépasse cette notion pour pouvoir accéder à une réalité qui soit bonne pour tout le monde à travers justement une créativité et une capacité à évoluer partagée. Alors, le plus important, et je pense que c'est ça, à mon avis, le cours même de ce webinaire, c'est de considérer que, comment dirais-je, la situation de vulnérabilité n'est jamais un poids à porter, mais au contraire, une lumière à cultiver. Et je vous encourage à faire en sorte que votre lumière puisse aussi nous éclairer, nous illuminer et faire en sorte qu'il y ait une vraie communion d'effervescence autour de cette notion de partage. Alors, et donc l'entrepreneur en difficulté, voilà, il doit dépasser cette honte d'être vulnérable
Pour contacter Second Souffle, pour appeler de l'aide, en parler, etc. Oui, il y a un petit animal à 4 pattes noires qui se balade de temps en temps derrière toi. Oui, c'est justement mon double, mon associé, mon double. reflet, mon effet miroir, qui me donne autant de bonheur pour pouvoir justement créer et faire en sorte qu'il y ait une dynamique de faire en sorte justement de partager cet amour-là inconditionnel. C'est vous. Est-ce qu'il y a des questions, des réflexions, des situations Il y a Valérie qui a écrit La vulnérabilité est une richesse. Être vulnérable, c'est être humain. Cohérence relationnelle pour passer à la coopération, hein, c'est ce que tu as dit. Bravo pour une cohésion de groupe. Voilà. Merci. Donc, la réalité, en fait, 3 axes. Hein. La force cachée, on pourrait dire la force cachée de la vulnérabilité, en fait, c'est quoi? C'est d'abord l'humilité comme levier de transformation. C'est-à-dire que accepter ces fragilités, ou en tout cas ce qu'on considère comme étant des fragilités, ça ouvre la porte, ça ne ferme rien, ça ouvre la porte à une véritable introspection. Et c'est cette notion-là qui permet de transformer ce qui nous limite en opportunité de croissance. Et à travers les innovations, en particulier les innovations de rupture, vous pourrez voir que certains esprits utilisent cette notion, je dirais, d'impasse totale pour créer quelque chose qui par définition n'existait pas, mais qui vient justement répondre à un besoin qui était jusqu'à présent, en tout cas, non résolu. Derrière cette humilité comme, je dirais, référence, il y a aussi le fait qu'elle puisse impliquer, elle puisse déclencher une connexion authentique interindividuelle. Et donc, reconnaître cette vulnérabilité chez l'autre, c'est d'abord et avant tout favoriser des relations plus profondes, mais surtout plus authentiques. Parce que le soutien mutuel devient un moteur de résilience. Il y a une question de Laura. Alors merci, hein, si vous voulez poser des questions, mettez-les, essayez de ne pas les écrire dans le chat. Mais vous allez tout en bas, vous avez une icône question exprès pour. Alors la question de Laura, c'est est-ce qu'il faut être en confiance avec les autres pour pouvoir être vulnérable? C'est une très bonne question. Merci Laura. La réalité, c'est que avant de pouvoir être en confiance avec les autres, il est nécessaire d'être en confiance avec soi-même. Parce que cette première étape de pouvoir justement s'ouvrir à l'autre n'est possible qu'à partir du moment où on ne se sente pas soi-même, où on ne se met pas soi-même en danger. Et le manque de confiance en soi va au contraire fragiliser cette perspective de considérer que nous soyons suffisamment stables et autonomes. Alors, en effet, c'est une bonne question de qui de la poule ou de l'œuf, en fait. Et la notion de vulnérabilité est une notion qui correspond d'abord et avant tout à une libération de l'ego. C'est-à-dire, quand on abandonne cette notion de peur de paraître faible, eh bien, on accède à cette liberté en fait intérieure, et c'est cette notion-là qui nous permet de se sentir vulnérable dans le sens de j'ai besoin de l'autre, j'exprime les faits tels qu'ils sont, je n'ai pas cette notion de peur du jugement qui m'inhibe et qui m'empêche d'être dans une capacité, je dirais, simplement humaine, de dire j'ai besoin de toi. Donc, oui. Besoin de rien, envie de toi. Non, je n'ai pas pu m'en empêcher. Attention, William, parce que le soleil qui était près de chez toi va pouvoir disparaître assez rapidement. Bon, alors, diapo suivante ou pas? Eh bien, d'accord. Voilà. Alors, il se passe quoi là? Donc, comme je disais tout à l'heure, l'impact des neurosciences aujourd'hui pour expliquer les comportements, c'est un fait essentiel. Mais il y a évidemment toujours cette notion de corréler, en fait, ou demander de l'aide équivaut à être vulnérable ou faible. Et donc ça, c'est mortel, évidemment, mais c'est surtout ancré dans ce qui s'appelle des mécanismes cognitifs, c'est-à-dire des automatismes de la pensée qui correspondent évidemment à une situation de déformation, mais qui sont automatisés. Et ça s'appelle des biais cognitifs. Alors, il y a un certain nombre de biais cognitifs qui vont renforcer la notion que vulnérable, c'est être faible. Je vais vous en donner quelques-uns pour pouvoir vous imprégner de ces notions parfaitement invisibles, parfaitement réflexes, et qui paraissent être totalement vraies, mais qui sont uniquement des constructions erronées. Donc, le premier d'entre eux, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Alors, ce biais-là, en fait, il nous pousse à rechercher, à mémoriser
des affirmations qui confirment nos croyances. C'est-à-dire qu'on ne va valider que ce qui nous valide préalablement. C'est-à-dire on est dans un cercle vicieux d'auto-amplification. Mais on s'en aperçoit pas. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où si jamais quelqu'un croit que demander de l'aide, c'est un signe de faiblesse, ben évidemment, elle va identifier en règle générale tous ceux qui demandent de l'aide comme encore moins compétents ou encore moins dignes de respect parce qu'ils vont les considérer comme faibles. Et donc, c'est un cercle vicieux auto-alimenté. Et donc, cette situation-là va évidemment être péjorative dans la possibilité d'accueillir l'autre sans préjugés, c'est-à-dire une neutralité bienveillante. Derrière ça, il y a aussi la notion de biais de perception sociale. Donc, en fait, ça correspond à quoi? C'est une tendance qui permet d'interpréter le comportement des autres comme étant moins vulnérable ou faillible que le nôtre. C'est-à-dire le fait que les autres n'ont pas besoin d'aide. Donc, moi non plus, je ne devrais pas en avoir besoin. Et cette notion de projection sur l'autre va impacter sur nous une orientation contraire à nos besoins, mais sur lesquels, évidemment, on va automatiquement, en tout cas, rebondir. Voilà. Et puis, il y a aussi un des pires, un biais, ce qu'on appelle le biais de la norme sociale implicite. C'est-à-dire qu'on va intégrer en nous la culture d'un groupe qui valorise la performance individuelle, par exemple, et forcément qui stigmatise le fait d'être dépendant. Parce qu'on considère que c'est la norme sociale et que cette norme sociale s'impose à soi. Et à travers ça, eh bien, évidemment, on est dans une situation où on va devoir créer une capacité différente d'évolution, d'épanouissement, pour pouvoir dépasser ce qui fait office de référence globale du groupe. Sachant, tout à l'heure, ce que je disais, c'est que le groupe, au départ, c'est la référence. C'est la raison pour laquelle je rajoute un biais, un des pires. C'est ce qu'on appelle l'effet Barnum. L'effet Barnum, ouvrez les guillemets, la foule a toujours raison. Et aujourd'hui, cet effet Barnum, il est décuplé par les algorithmes des réseaux, puisque dès lors que vous likez sur des orientations, l'algorithme va faire en sorte que vous ne voyez que ces orientations de façon privilégiée. Ce qui va vous corréler, en tout cas dans l'esprit, que c'est ça, automatiquement, la référence qui devient l'unique et l'indépassable. Exemple, vous déroulez sur vos réseaux, vous allez voir une vidéo où il y a 3 vues, vous la passez en disant n'importe quoi. Vous déroulez, vous voyez une vidéo que vous ne connaissez pas plus, où il y a 3 millions de vues, oui, vous allez cliquer. C'est la raison pour laquelle il y a autant de succès sur les webinaires de Second Souffle. Oui, même ceux qui ne connaissent pas. J'allais faire un autre parallèle moins réjouissant, mais c'est exactement ce qui s'est passé dans l'affaire Samuel Paty. Hein. Dramatique. Dramatique. Souvenez-vous, voilà, l'effet Barnum. Donc, rappelle-moi le premier biais dont tu as parlé. C'était une situation le biais de confirmation, ça s'appelle. C'est-à-dire que tu ne vas voir que les choses qui confirment. Donc, est-ce que là-dedans, on peut mettre les gens dont on dit celui-ci, il a toujours raison, il veut toujours avoir le dernier mot? Est-ce que ce sont des gens qui sont toujours dans ce biais-là, en fin de compte? Oui, c'est une situation où tu vas développer une réalité d'auto-persuasion. Et parce que la différence, c'est-à-dire l'autre, quand tu l'exprimes quelque chose qui ne va pas dans ton sens, devient ton pire ennemi. Parce que ça vient impacter ton ego, surtout ton orgueil, et cette notion va forcément dégainer dans cette notion-là un réflexe de « puisque tu n'es pas d'accord avec toi, tu es mon pire ennemi, et je dois forcément exploser ce que tu dis en considérant que ça soit complètement nul pour que mon point de vue soit la référence ». C'est pour ça qu'il y a autant de violence quand on voit aujourd'hui le débat public des hommes politiques, c'est une situation mais cataclysmique. C'est qu'on recherche uniquement à faire le buzz. Il n'y a pas de débat de fond aujourd'hui. On est dans une pauvreté intellectuelle affligeante, du fait d'être dans cette situation où l'individualisme
et donc qui va, je dirais, caresser dans le sens du poil le fait que les exclus, ou en tout cas les situations de ceux qui sont en fragilité dans ce qu'ils considèrent être leur environnement, soient valorisées par des dérives politiques extrêmement péjoratives. Simplement pour justement souligner que nous vous avons entendu, nous vous accueillons, non pas dans ce que vous êtes, mais dans ce que nous allons faire de vous. Bien. Tu as toujours un œil sur la pendule? Non, je l'ai perdu justement, William. Tu as bien fait de me parler, je vais la retourner la chercher. Non, c'est bon. T'inquiète pas, je vais faire le métronome. Je vais faire en sorte que ça se passe bien pour toi aussi. Tu as demandé de l'aide, le temps va agir en ta faveur. Très bien. Page suivante. D'accord. Le plus important, voilà, c'est ça. Le plus important, c'est de pouvoir dire, comme si c'était une réalité, je crois en toi, en notre lien, en notre capacité à nous soutenir mutuellement. Et je mets au défi cette situation qui fasse que ce petit chaton ne puisse pas émouvoir n'importe quel cœur humain. Parce qu'il est là dans cette notion de vulnérabilité. Et je crois qu'il serait judicieux pour chacun d'entre nous de recontacter ces éléments originaux de notre humanité, de notre sensibilité, de notre cœur, pour faire en sorte que ça ne s'adresse pas non seulement à ceux qui sont comme nous, à ceux qui sont dans notre univers, mais à tous ceux qui sont en définitive nos égaux. Et dans cette réalité-là, nos égaux, je vais être très clair, ça n'a pas de différence entre l'homme et l'animal. Ça, c'est uniquement une construction sociétale. Et considérer la vulnérabilité comme étant uniquement un défaut, ça n'a pas de sens dans l'évolution humaine, dans l'évolution de la vie. Et à travers cette réalité, le plus important, c'est de considérer que partager sa vulnérabilité est un acte d'intimité émotionnelle. On est tous, à travers cette expression-là, en capacité de résonance. Donc, le plus important, c'est de pouvoir cultiver et de faire en sorte que cette vulnérabilité qui active les circuits de la confiance dans le cerveau, je rappelle ça, renforce d'abord la crédibilité de l'humanité. Et c'est parce qu'on considérera que sur Terre existent des personnes humaines et des personnes non humaines que l'humanité pourra en effet considérer qu'elle a fait un grand pas vers une notion d'épanouissement, de vie en commun, ce qui n'est jusqu'à aujourd'hui pas du tout le cas. C'est la raison pour laquelle, dans le monde professionnel, il y a autant de violence. Et c'est pour ça que, dans cette réalité-là, demander de l'aide est au départ une situation à ce point impossible. Et heureusement qu'il y a des esprits qui pensent autrement et qui se fédèrent pour pouvoir, et je ne parle pas que de cet instant présent où nous sommes tous ensemble réunis sous l'égide de Second Souffle, mais parce que c'est une dimension à vivre au quotidien. C'est que cette notion-là puisse imprégner chacun de nous pour faire en sorte qu'il y ait une situation de concordance et de concorde universelle. Et pour être très clair, c'est une situation où refuser de reconnaître sa vulnérabilité, c'est d'abord et avant tout une barrière invisible qui nous empêche de vivre, mais qui ne perçoit pas au départ cette notion de handicap. Le handicap majeur, c'est de considérer que nous n'ayons pas le droit d'être vulnérables. Parce que quand on retire cette notion-là, on va retirer le fait de le considérer comme quelque chose de positif chez l'autre. Et c'est une situation de pouvoir justement prendre en considération d'autres références pour améliorer les conditions de vie, d'abord de soi à soi et ensuite de soi vers les autres. Est-ce qu'il y a des questions ou des orientations de partage que vous souhaitez exprimer? Eh bien, écoute, une question vient d'arriver. Une question d'Odile. Comment oser éduquer notre enfant dans ce sens? Merci. Merci, parce que c'est une vraie question sociétale, c'est une vraie question existentielle. Le fait qu'aujourd'hui, nous soyons dans une construction formatée à travers justement la transmission, on ne parle même plus d'information, mais en tout cas la transmission de buzz qui sont contraires à l'éthique et qui sont contraires à la capacité d'épanouissement, eh bien évidemment c'est un problème sociétal. Et donc, pour pouvoir construire dans cette notion de génération future un esprit
altruistes, puisque c'est ça le terme, l'altruisme devienne la force créatrice. C'est-à-dire que, encore une fois, l'intelligence collective a toujours sauvé, je dirais que ça soit dans l'espèce humaine ou dans les autres espèces, a toujours sauvé l'existence même des individus. Et donc, aujourd'hui, ça devient une priorité, je dirais, absolue, de pouvoir valoriser ces orientations-là, cette éducation-là et cette construction d'une perspective qui met en commun justement les différences de chacun plutôt que de les opposer. Donc ça, en effet, ça s'inscrit depuis la plus tendre enfance, mais pour que ça puisse être établi dans la plus tendre enfance, il est nécessaire que les parents eux-mêmes puissent le transmettre. Or, aujourd'hui, ça disparaît de l'environnement sociétal et donc il est urgent d'acquérir de nouvelles connaissances. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit des livres, pour pouvoir partager cette notion autour justement de valeurs fondatrices d'une humanité altruiste. Donc je ne peux que vous encourager à vous poser les bonnes questions et en tout cas à aller puiser dans les orientations qui sont un peu plus éclairées, des ressources pour pouvoir vous les appliquer et faire en sorte que nous soyons tous des éclaireurs altruistes. Faire en sorte que nous, ce que j'aime bien en fait, c'est que nous devenions des guerriers de lumière, c'est-à-dire plutôt que d'être dans une situation de destruction de l'autre, de pouvoir faire en sorte d'ouvrir une dynamique basée sur le cœur et faire en sorte que cette dynamique de cœur puisse bénéficier à tout le monde. Donc, dans cette situation-là, on a évidemment aussi la nécessité, et pour revenir justement à cette question précédente, la nécessité justement de dépasser ce qui s'appelle nos croyances limitantes. Et les croyances limitantes, évidemment, elles sont de plusieurs origines, et en particulier les peurs. En particulier les peurs. Et la première des peurs, c'est la peur de la faiblesse perçue. C'est-à-dire que de considérer que si je demande de l'aide, les autres penseront que je suis incapable. Je rappelle que la peur, c'est de l'imaginaire. J'ai peur parce que j'imagine. J'ai peur de demander parce que j'imagine que les autres vont considérer que je suis vulnérable. Mais cette notion d'imaginaire, en fait, elle va nourrir, c'est des neurosciences, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, elle va nourrir nos circuits réflexes. Et donc, cette croyance de départ, à force d'être ruminée, va finalement apparaître comme une certitude. Et à partir du moment où c'est une certitude, elle devient inamovible. Donc, je ne peux que vous encourager, lorsque vous êtes au contact de peur, de considérer qu'il y a une gestion effective possible à travers justement la prise en considération que vous êtes en pleine imagination et que le plus important, c'est de revenir dans la réalité. Sous-entendu, de vous poser la question sur quels sont les faits. Et non pas, je pars dans mon imaginaire et comme là, je suis dans la ville où a vécu Jules Verne, croyez-moi que lui, il était un fervent développeur de l'imaginaire, mais de l'imaginaire plutôt positif. Et je vous invite à considérer que l'imagination n'ayant pas de limite, les peurs non plus n'ont pas de limite. Toute la difficulté, et là j'insiste, c'est encore des neurosciences, le temps ne s'inscrit pas dans le cerveau. Ça veut dire que en fait, lorsque vous avez peur et que vous imaginez, le cerveau intègre que c'est dans la réalité présente devant vous. Ça veut dire que les peurs deviennent pour le cerveau une réalité. Et à ce titre-là, lorsque vous allez évidemment répéter, ruminer ces peurs, pour lui, c'est une réalité, ce qui fait que vous allez déclencher les hormones du stress que j'ai évoquées tout à l'heure, et derrière ces hormones du stress, de développer des comportements inadéquats qui vont renforcer vos peurs. Donc, on a évidemment derrière cette notion la peur du rejet aussi, et cette notion de peur du rejet fait qu'on puisse valider des choses auxquelles on n'adhère pas spontanément, mais pour éviter de se sentir rejeté ou d'imaginer être rejeté et donc d'être complètement démuni, eh bien, on va adhérer à des choses contraires à nos valeurs, mais qui potentiellement ont l'impression de nous sauver. Et donc, on a une situation qui est aussi directement liée à ce qui s'appelle la peur du jugement social. On revient à peu près à l'effet Barnum de tout à l'heure. Et cette dernière qui est malheureusement la plus fréquemment développée dans le système, je dirais, scolaire, et pas que scolaire, malheureusement, c'est aussi sociétal, c'est la peur de l'échec. C'est-à-dire qu'on considère aujourd'hui encore de façon nettement trop prévalente que l'échec est une situation négative. Archi faux, archi faux. L'échec est un tremplin successif vers la réussite. Ouais. Et moi, je voudrais que ça soit toutes ces nouvelles donnes qui soient intégrées comme des références
pour faire en sorte que nous soyons dans une réalité qui dépasse justement les ruminations, les certitudes, les automatismes, mais qui nous permettent justement, dans cette orientation-là, de vivre mieux et d'ancrer dans chacun de nos esprits une nouvelle vision de l'entraide. C'est-à-dire que si on veut changer durablement, il est évident qu'il est nécessaire de redéfinir l'entraide comme une force et non pas comme une faiblesse que l'on pense surmonter par le fait de pouvoir justement la masquer. Donc, et comme disait Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je joue, soit j'apprends. C'était ça. C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Je ne perds jamais, soit je gagne. Ah oui, c'est ça. Soit je gagne, soit j'apprends. Il nous reste moins de 10 minutes. Alors, on va remettre le compteur à 0 si tu veux bien. Et on va recommencer. Ben non, mais c'est que tu oublies qu'à 15h30, on a notre tournoi de pétanque. Il faut qu'on se prépare un petit peu. Ah oui. J'espère que tu as pris tes aimants. Hein. Bon, allez, donc, la situation, elle est évidemment nettement plus compliquée lorsqu'on est face à une réalité d'automatisation des peurs qui viennent surajouter une situation évidemment de connexion sociétale liée à ce que j'évoquais tout à l'heure à travers les repères sociétaux des biais cognitifs. Et donc, le drame, c'est que la plupart du temps, c'est le refus de demander de l'aide qui est souvent donc corrélé à une stratégie de protection. C'est-à-dire que on considère le paradoxe que demander l'aide, c'est tellement humiliant, avilissant, que le refuser, c'est grandir. Et dans cette situation-là, en fait, on est dans cette situation où il est nécessaire de sortir de ce réflexe de refus qui est d'abord basé sur des peurs, mais qui est aussi basé sur une faible estime de soi. Et donc, pour résoudre ça, il est évidemment nécessaire que nous soyons, je dirais, au clair avec nos émotions et que nous puissions accompagner cette personne qui refuse avec bienveillance et non pas avec surajout en disant puisque tu refuses, donc je te rejette. C'est au contraire, puisque tu refuses, donc tu es en souffrance, donc je vais d'autant plus décupler une situation d'attention et d'accompagnement pour que toi-même, tu te sentes en sécurité au-delà de ce que tu peux avoir comme réflexe. Donc, pour que en fait chacun puisse comprendre que demander de l'aide est d'abord un geste de courage, avec la possibilité de tisser des liens plus profonds et plus authentiques avec son entourage, et en particulier avec les structures qui permettent d'accompagner, parce que l'accompagnement, par définition, est une action sans aucun jugement. Je t'accompagne, point. Et certainement pas, je vais projeter sur toi des situations qui, pour moi, ne seraient pas tout à fait gérées dans une cohérence. On peut passer la slide suivante puisque nous avons encore un peu de temps. Voilà. Et là, tout à l'heure, ce petit chaton qu'on croyait faible, inoffensif, tout à fait vulnérable, en fait, c'était les graines de la puissance qui étaient au départ inaccessibles et de plus en plus perceptibles, faire en sorte que justement, on puisse créer une culture d'interdépendance qui valorise le collectif et qui permet de passer de la performance, je dirais, purement individuelle à l'intelligence collective génératrice justement de bien-être sociétal majeur. Donc, il est nécessaire dans ce cas-là de faire en sorte de considérer l'empathie comme une valeur phare de la relation à l'autre, et en particulier dans le monde professionnel. Qui permettent ensuite de corréler la gratitude avec l'expression d'une motivation. Et si justement toute motivation qui permettait de créer finalement finissait par exprimer de la gratitude par rapport à l'environnement, par rapport à ses collaborateurs, à ses collègues, à la capacité justement au sein de l'entreprise ou au sein de l'espace professionnel de générer des relations de plus grande proximité, un esprit d'équipe qui soit optimisé, eh bien évidemment on serait dans une situation de bien meilleure qualité de vie, qu'elle soit professionnelle, personnelle, sociétale. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, on va dire encourager cette dynamique-là, c'est encourager ce que j'appelle moi l'autonomie collective, c'est-à-dire qu'ensemble, on puisse se dire que même si on n'est pas capable de tout, ensemble, on va affirmer une situation évoluée, de pouvoir aller au-delà des limites individuelles. Et donc, on est dans des orientations qui soient, comment je pourrais dire,
révolutionnaire et contre-intuitif par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et à travers cette situation-là, eh bien, évidemment, on est capable de sécréter des hormones de bien-être, faire en sorte d'accueillir la différence comme une valeur supplémentaire et non pas une valeur déficitaire, et faire en sorte qu'il y ait une situation de construction de rituels de célébration des victoires collectives que nous pouvons mettre en place de façon, je dirais, récurrente, mais surtout faire en sorte qu'il y ait justement des postures, on va dire, totalement innovantes dans l'espace professionnel. Et en particulier, cette notion qui s'appelle l'apprentissage inversé. C'est-à-dire que pour pouvoir enseigner, on demande d'abord de l'aide. C'est-à-dire que chaque enseignant, chaque manager, chaque détenteur d'une connaissance puisse partir non pas de ce qu'il connaît lui, mais de ce qu'il connaît en fonction de ce que l'environnement lui a transmis. Et d'ailleurs, mon associé vient de me rejoindre. Je vous le présente en exclusivité. C'est mon petit associé. Voilà. Mais il va devenir comme l'animal qui est en photo, là? C'est pour ça, c'est quand il était tout petit que je l'ai eu, et c'est justement avec grand bonheur que je suis en train de voir son évolution, je dirais, aboutir à cette même orientation. D'ailleurs, la prochaine fois, peut-être que je vous en ferai une photo encore plus corrélée au présent. Ouais. Donc, derrière cette situation-là, moi, je vous propose de comprendre que ces valeurs-là de soutien, ces valeurs-là d'esprit d'équipe, qui sont en particulier des affirmations conscientes de pouvoir mettre en place des valeurs qui soient des valeurs humaines, qui soient des valeurs altruistes, pour justement reprogrammer les croyances limitantes, je dirais, originelles, et faire en sorte que les obstacles deviennent fédératrices d'union, d'alliance, d'énergie, et non pas dissociatrices d'une situation qui développe au contraire une opposition pied à pied par rapport à ceux qui ne pensent pas comme nous. Donc, on est dans une situation où la gratitude réciproque devient une valeur phare, et faire en sorte que nous soyons dans un espace de bien-être et surtout d'épanouissement mutuel. Tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît, William. Voilà. Et donc, c'est cette notion-là, en fait, qui est corrélée à notre évolution personnelle, à travers justement le fait que plus on se construit dans une dynamique avec des bases qui soient sereines, plus on acquiert de la puissance. Et là, je souligne, la puissance, ce n'est pas de la force. La réalité, c'est que la puissance, ça permet aussi d'intégrer tout ce qui peut paraître difficile pour être dépassé, que la force, elle refuse cette notion-là. Et c'est cette situation qu'on puisse justement demander de l'aide. C'est pas un acte, je dirais, d'abandon, et en tout cas une situation péjorative ou négative. Demander de l'aide, c'est au-delà d'une stratégie de survie, c'est d'abord une stratégie de partage. Et celui qui me demande de l'aide, en fait, il va m'enrichir dès lors qu'il fait résonner en moi une humanité. Et à travers cette situation-là, de pouvoir co-construire ensemble une évolution relationnelle qui soit directement liée à ce que nous avons de plus pur, de plus précieux, une situation de vie en harmonie partagée. Donc, cette réalité, en fait, c'est le sens même de la vie. Hein. C'est globalement, si on peut, je dirais, donner une petite orientation de référence, il faut vraiment comprendre qu'il faut une immense force intérieure pour oser dire j'ai besoin de toi. Et contrairement, juste à présent, ce qu'on a évoqué, hein, j'ai besoin de toi, c'est une vraie puissance. Mais sachons aussi qu'il en faut encore plus de cette force intérieure pour accepter que parfois, c'est à deux qu'on devient vraiment puissant. C'est-à-dire que ça vient de façon contre-intuitive totalement balayer la notion que la force ne peut être qu'individuelle. Et je voudrais qu'on comprenne que c'est cette démarche-là qui est la démarche positive, naturelle, référente d'une organisation sociétale, humaine certes, mais surtout altruiste. Et c'est cette notion d'altruisme qui nous sauvera. C'est pas cette notion d'individualisme. Et donc, cette réalité, donc, c'est une situation où considérons que demander de l'aide,
ça montre la richesse de l'échange, en fait. C'est-à-dire que nous soyons des animaux sociaux et qu'à partir de cette notion de richesse relationnelle, on puisse développer cette alchimie qui transforme les faiblesses en opportunités de croissance. À travers la résilience, à travers la construction d'un univers partagé, et de considérer qu'à chaque fois que, moi le premier, j'ai osé solliciter un soutien, j'ai découvert des ressources insoupçonnées supplémentaires. Et donc, au-delà des idées nouvelles qui m'ont été transmises, j'ai aussi créé des liens plus profonds. J'ai développé une collaboration, une amitié, une réalité d'équipe avec ceux qui m'ont soutenu. Et évidemment, à créer des relations plus authentiques. Et c'est la raison pour laquelle on pourrait dire « je ressens une gratitude immense pour la paix intérieure que cette philosophie de vie m'apporte. » Parce que elle me permet de dissiper totalement, je dirais, l'impérieuse ou l'injonction et le devoir qu'on nous transmet de façon invisible de devoir tout maîtriser. Donc, il y a une vraie ouverture à la beauté de la vie à travers justement cette notion d'entraide, cette notion de vulnérabilité positive que nous partageons et qui fasse que justement, il y ait ce supplément d'âme qui nous habite et qui fasse rayonner un peu plus cette notion de qualité de vie, cette notion de qualité de vie partagée entre les personnes humaines entre elles et les personnes humaines et les personnes non humaines. Donc, encore une fois, demander de l'aide est une force. Et cette force, c'est la clé d'une vie plus humaine. C'est pour ça que, encore une fois, moi le premier, je remercie chaque moment où j'ai osé, chaque personne qui a répondu et chaque leçon que j'en ai tirée à travers justement cette demande d'assistance, cette demande de partage, cette demande justement que ça soit moi qui ai demandé ou qu'on puisse m'avoir demandé. Cette réalité-là, elle est universelle et à mon sens, elle devrait être la pierre angulaire de toute situation de vie sociétale qui se respecte. Et pour pouvoir vous dire merci, je voudrais aussi vous demander de l'aide. Donc, si tu veux le dernier slide, William, s'il te plaît. Voilà, cette notion de demander de l'aide, c'est une notion naturelle. Cette notion naturelle ne peut être garantie qu'à partir du moment où nous partageons les mêmes valeurs. Et pour ceux qui ne les partagent pas, eh bien de leur apprendre qu'il en existe d'autres qui soient plus épanouissantes potentiellement que celles qu'ils avaient jusqu'à présent. Et donc, je vous demande cette aide dans cette notion de dernière slide, s'il te plaît. Voilà. Donc, moi, je crée justement une situation de partage de la connaissance et j'ai besoin de votre aide pour amplifier cette notion de diffusion de la connaissance. Donc, pour ceux et celles qui sont dans cet esprit d'ouverture, dans cette capacité, je dirais, d'esprit entrepreneur, de ceux qui veulent partager d'autres perspectives que celles de leur routine ou en tout cas de leurs habitudes, je vous encourage à me rejoindre autour justement d'un projet entrepreneurial sociétal qui consiste à diffuser de la connaissance et à faire en sorte que cette connaissance partagée devienne une réalité d'ouverture, une réalité d'épanouissement dans l'économie collaborative autour justement d'une amélioration des conditions de vie à travers l'accès à ces valeurs de référence que sont la connaissance intemporelle des situations de sujets de société qui aujourd'hui en tout cas nous manquent cruellement pour faire union dans cette réalité de vie au quotidien. Voilà, j'ai respecté le timing. Tu vois, tu m'as dit l'aide. Non, tu ne l'as pas respecté. Donc, ça sera le goudron et les plumes à la fin de la partie de pétanque. Voilà. Je te laisse. Si j'ai une question avec Karine, vous avez, je ne sais pas si c'est votre vrai nom de famille. Il n'y a que moi qui peux le voir. Vous inquiétez pas. Mais donc c'est une question de la princesse Karine que je te pose. Dans une ère où l'intelligence artificielle va prendre de plus en plus de place, comment favoriser encore plus le facteur simplement humain? Et une réponse courte, s'il te plaît. Oui. Alors, pour être clair et court, l'intelligence artificielle est créée à travers ce que nous, humains, nous lui donnons comme information.
Donc, il serait judicieux de considérer que les valeurs transmises soient des valeurs humanistes altruistes pour faire en sorte que cette intelligence artificielle soit orientée de façon cohérente. Donc, on ne puisse pas, dès le départ, considérer l'intelligence artificielle uniquement comme un espace autonome. C'est nous qui la nourrissons au départ. Donc, la vraie question, c'est qu'est-ce que nous lui donnons à manger? Très bien. Donc, j'ai mis le lien vers le site www.david. Alors, je vais le prononcer en français, parce que tu sais très bien. Toi, tu sais que je suis plus que bilingue en polonais, mais bon, je vais le dire à la française. Hein. C'est www.jeruzalska.fr. Bravo. Voilà. Oui. Et ça se prononce Jeruzalska. Voilà. C'est ça. Hein. C'est comme votre cas. C'est comme votre exactement. Cas. Ça finit pareil. De toute façon, tu es né dedans. Oui, c'est pour ça que j'ai certains tics de langage qui font que on puisse assez rapidement savoir d'où je viens. Avant que tout le monde ne parte, avant de partir, je vous présente les prochains événements. Et j'ai demandé tout à l'heure dans le chat s'il y avait des gens du 33 ou dans la région de Nouvelle-Aquitaine. Alors il n'y a qu'une personne qui m'a répondu. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui, à part, alors qui était-ce déjà? À part, voilà. Retrouver ça dans le chat, ça va être dur. Je ne sais plus qui c'était. C'était un homme. Yes, David. Voilà. Oui, c'est moi. Odile aussi. Très bien. Alors, je vous annonce que avant vendredi prochain, moi-même ici présent, je serai à Bordeaux. Je pars de demain, mais bon. Et mercredi prochain, Second Souffle est lauréat de la soirée de bienfaisance de mécénat La Nuit du Bien Commun à Bordeaux. Hein, ça va être la 4e édition, je crois. Et donc, je serai sur scène au Palais de la Bourse, où pendant 3 minutes, je devrais pitcher l'association Second Souffle. Et ensuite, dans la salle, des gens qui ne sont pas au RSA ni chez France Travail lèveront leur pancarte pour donner un petit peu d'argent à l'association. Donc, si vous voulez venir m'encourager et me rencontrer, n'hésitez pas à vous inscrire à cette soirée. Je vais vous mettre le lien tout de suite dans le chat. C'est bordeaux.lanuitdubienscommun.com. Voilà. Et vendredi prochain, ça sera donc l'avant-dernier webinaire, et on parlera avec Natalia de spirale dynamique. Alors ça, je connais pas du tout. On va voir si ça va nous hypnotiser ou nous rendre plus dynamiques. Et puis le dernier webinaire de cette année 2024, ça sera donc le vendredi 13 décembre. Et alors là, 5 erreurs à éviter. Alors j'ai mis 5, mais il y en aura beaucoup plus, que vous présentera Émilie, avant de monter sa boîte, ou si on vient de la créer. Voilà toutes les erreurs qu'il ne faudra pas faire, et tous les petits conseils qu'on pourra vous apporter pour éviter que votre tête ressemble à ces 4 personnages. Voilà. Et puis après c'est de Papa Noël, donc voilà, nous on se reverra que l'année prochaine. Monsieur David, enchanté de ton exploit, encore une fois. Mais c'est tout naturel. Et surtout, je précise, c'est tout naturel. Oui, aucun dommage. Ouais. Donc, pour ceux qui souhaitent me contacter, vous passez par le site, rubrique contact, c'est le plus simple. Très bien. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite un beau et bon week-end ensoleillé. Et puis, je vous dis soit mercredi, mais en tout cas, à vendredi prochain. Bye bye. Avec grand plaisir.